Un type m'a dit un jour qu'il y avait une mauvaise herbe ici, et qu'on l'appelait l'herbe locomotive. Quand les chevaux et les vaches en mangent, ils deviennent plus sauvages et s'échappent. Dirk Blocker n'avait que 14 ans lorsque son père est mort subitement en 1972. Pendant 53 ans, il a gardé ses sentiments pour lui. Aujourd'hui, à 67 ans, le fils de Dan Blocker parle, et les fans n'en croient pas leurs oreilles. L'acteur de Brooklyn Nine-Nine révèle comment la célébrité de Bonanza a affecté leur vie de famille. La foule des fans partout où ils allaient, les moments manqués de l'enfance, la vérité sur sa propre carrière d'acteur. Ces paroles brossent un tableau auquel personne ne s'attendait de la part du fils tranquille de Hoss Cartwright. Dan Blocker est venu au monde le 10 décembre 1928, à DeKalb, au Texas, et il n'est pas arrivé sans faire de bruit. Il pesait 14 livres à la naissance. Il était si gros qu'il a établi un record dans le comté de Bowie. Son nom a même été mal enregistré sur son certificat de naissance des mois plus tard. Au lieu de Bobby Dan Davis Blocker, le médecin a écrit Bobby Don. Sa mère, Mary, a sûrement enduré l'un des accouchements les plus douloureux de l'histoire de la ville. Et son père, Shaq, ne se doutait pas que ce gros bébé deviendrait un jour un géant de la télévision américaine. Les gens n'ont pas oublié cette naissance. Pendant des années, les habitants de la région ont dit que personne d'autre n'avait battu le record de 14 livres, jusqu'à très récemment. Lorsque Dan avait 6 ans, la famille a déménagé à O'Donnell, une petite ville agricole de l'ouest du Texas. Ils étaient en deuil. Un an auparavant, la sœur aînée de Dan, Virginia, était morte d'une pneumonie à l'âge de 11 ans. Dan avait 5 ans lorsque cela s'est produit. Cette perte a durement frappé la famille. Mais la vie devait continuer. Shaq a ouvert une épicerie et ils ont vécu à l'arrière. Dan jouait derrière l'entrepôt. Dès le CM2, il mettait les courses dans des sacs et transportait des sacs d'aliments pour bétail de 40 livres pour les clients. La ville comptait alors environ 3000 habitants. 2 chantiers forestiers, 2 pharmacies et 2 médecins. Dan faisait partie de ce monde. Pas seulement comme l'enfant du commerçant, mais comme quelqu'un que tout le monde connaissait. Sa taille le rendait inoubliable. Mais son travail acharné a incité les gens à le respecter. Dan ne s'est pas contenté de grandir. Il a grandi vite. À l'âge de 10 ans, il mesurait 5 pieds et pesait 105 livres. À l'âge de 12 ans, il mesurait 1,8 mètres et pesait 200 kg. Il n'était pas seulement plus grand que les autres enfants. Il était plus grand que beaucoup d'hommes adultes. En fait, il travaillait avec eux, sur les camions à grains, sur les élévateurs, partout où il fallait soulever des charges lourdes. Les habitants de la ville ont même bloqué la rue principale le samedi soir pour que Dan puisse boxer avec des garçons plus âgés. À 13 ans, il affrontait des hommes d'une vingtaine d'années. Il n'a jamais perdu. On raconte même qu'il a un jour soulevé une voiture d'un homme qui était tombé d'un crick. Que ce soit vrai ou non, personne ne doutait de ses capacités. Au lycée, il mesurait 1,8 mètres. Elle pesait 275 livres et portait des chaussures de taille 14 et demi. Son père disait en plaisantant que Dan était trop grand pour faire du cheval et trop petit pour tirer un chariot. Il ne sert pas à grand-chose, mais cette taille allait bientôt faire de lui une star. Lorsque Dan a 12 ans, ses parents l'inscrivent à l'Institut militaire du Texas à San Antonio. Ils espéraient sans doute que la discipline le transformerait en quelque chose de plus qu'une simple carrure. Cette même école avait déjà formé le général Douglas MacArthur. Dan a appris la structure, l'endurance et la concentration. Tout cela lui servira plus tard. Après TMI, en 1946, il rejoint l'université Hardin-Simmons. Il y jouait au football. Avec sa taille, il était fait pour ça. Il avait 18 ans et était bâti comme un char d'assaut. Fort, rapide et respecté par ses coéquipiers. Mais ce n'est pas au football que son histoire va prendre un tournant. C'est ce qui s'est passé à Sul Ross State. Il y a été transféré en 1947 et s'est engagé pour aider dans les coulisses d'une pièce de théâtre de l'école. Le spectacle était arsenic et vieille dentelle. Et ils avaient besoin de quelqu'un d'assez fort pour transporter de faux cadavres. Dan a accepté. Et un déclic s'est produit. Déplacer les accessoires. Être entouré des acteurs. Regarder tout cela se mettre en place. Cela a déclenché quelque chose au plus profond de lui. Il a soudain vu une autre voie s'ouvrir à lui. Il est passé de l'éducation physique à l'art dramatique. C'est ainsi que le footballeur est devenu acteur. À Sul Ross, Dan a continué à jouer au football. Mais le théâtre est devenu son univers.
Il a fait des petits boulots. Il s'est produit dans des rodéos et a rebondi dans des bars, juste pour payer l'école. C'est sur scène qu'il a trouvé sa raison d'être. Il avait la carrure pour jouer des rôles physiques. Mais les gens étaient surpris de voir à quel point il était doux et expressif. Ses professeurs l'ont remarqué. Ses camarades de classe l'encouragent. En 1950, il obtient un diplôme d'art dramatique et d'art de la parole. Tout le monde pensait qu'il ferait du sport. Au lieu de cela, il a choisi quelque chose de plus difficile, quelque chose sans garantie. Des équipes de football professionnelles ont fait des offres. Des promoteurs de boxe ont également appelé. Mais Dan a refusé. Il ne voulait pas gagner sa vie grâce à ses poings ou à sa taille. Il voulait plus. Il voulait de l'art. La même année, en 1950, il s'installe à Boston pour le Summer Stock Theatre. C'était à 2000 miles du Texas. Et il ne connaissait personne. Mais il a pris le risque. Il jouait dans des pièces de théâtre hebdomadaires. Il travaillait pour peu d'argent. Il apprenait rapidement son texte et jouait de nombreux rôles. C'était épuisant, mais c'était tout ce qu'il voulait. Dan Blocker pensait être sur la bonne voie pour devenir acteur à Boston, mais la vie avait d'autres projets. En novembre 1950, l'armée américaine fait appel à lui. La guerre de Corée s'intensifie. Blocker, qui mesurait 6 pieds, 4 pouces, et pesait plus de 250 livres, a été appelé sous les drapeaux. Il n'a pas été facile d'équiper un homme de cette taille. Il a fallu 1 mois entier à l'armée pour trouver des bottes suffisamment grandes pour sa taille, 14,5 pieds. Après son entraînement de base en Louisiane, Blocker a été envoyé au Japon, puis directement sur le front de Corée en décembre 1951. Il rejoint la compagnie F, 2 et bataillon, 160 d'X9 et régiment d'infanterie de la 45 division. Les soldats l'ont tout de suite surnommé The Big Un. Le combat est rapide. Son unité fut envoyée dans des tranchées glacées le long de la ligne de Jamestown, où la neige, la boue et les balles rythmaient les journées. Blocker est arrivé en tant que simple soldat, mais il n'est pas resté longtemps. Il se distingue par son leadership et est rapidement promu caporal, puis sergent, et enfin sergent-chef. Tout cela s'est passé rapidement. Il ne s'est pas contenté de suivre les ordres. Il a pris les devants. Au total, Blocker a passé 209 jours au combat. La veille de Noël 1951 lui a laissé l'un de ses pires souvenirs. Blocker et son escouade ont été bloqués sur la colline 255 pendant 10 heures. Il faisait noir, il gelait et il était mortel. Le 25 mai 1952, les choses sont devenues encore plus sanglantes. En défendant la colline, 200. 6 Américains sont morts et 21 ont été blessés. Mais l'unité a également réussi à éliminer 132 soldats ennemis. Blocker a combattu les embuscades et les tirs de mortier. Et au cours d'une bataille brutale, il a été abattu alors qu'il tentait de secourir ses amis blessés. Cet acte lui a valu la Purple Heart, mais il l'a aussi changé. Il en avait trop vu. Après son retour au pays, il s'est prononcé contre la guerre, en particulier la guerre du Vietnam. Il était clair à ce sujet. Il ne voulait pas que des bombes américaines soient larguées sur des innocents, pas après ce qu'il avait vécu. Cependant, la guerre a montré une autre facette de Blocker. Il pouvait diriger sous pression. Il a aidé à planifier et à guider des patrouilles dangereuses dans des endroits comme Pork Chop Hill et Old Baldy. Une fois, son équipe est tombée dans une embuscade. Ils étaient en infériorité numérique et se trouvaient en territoire ennemi. Mais au lieu de battre en retraite, Blocker est resté calme et a mené le combat. Sa carrure imposante l'a aidé à porter les blessés en lieu sûr, mais elle a aussi fait de lui une cible de choix. Pourtant, il n'a jamais reculé. Lorsque son unité est retirée en juillet 1952, il a reçu une longue liste d'honneurs, le Combat Infantryman Badge, la Korean Service Medal avec 2 étoiles de campagne, le Korean Presidential Unit Citation et bien d'autres encore. Le 24 septembre 1952, son service militaire prend fin. 2 jours plus tard, il épouse Dolphia Lee Parker, la femme qu'il a aimée pendant la guerre. Il lui avait écrit des lettres depuis la Corée, et maintenant, ils étaient enfin ensemble pour de bon. Ils ont organisé une petite cérémonie à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. La même semaine, Madame Blocker a repris ses études à l'école normale de l'État de Sul Ross. Il a repris là où il s'était arrêté et a obtenu une maîtrise en art dramatique. Il rêvait toujours d'être acteur, mais il fallait payer les factures.
Il a donc commencé à enseigner l'anglais et l'art dramatique au lycée de Sonora, au Texas. Ses élèves se souviennent que sa voix grave résonnait dans les couloirs, en particulier lorsqu'il lisait Shakespeare. Après avoir enseigné pendant 1 an à Sonora, Dan Blocker s'est installé à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Il y devient professeur de 6e année et devient également entraîneur à l'école élémentaire Eddy. Même lorsqu'il enseignait, il n'a jamais renoncé à sa passion pour le théâtre. Il se servait de sa salle de classe comme d'une scène et entretenait sa passion pour le théâtre. Puis, un événement inattendu s'est produit. Pendant les vacances d'été, Blocker et sa famille ont fait le voyage de Sonora à Hollywood. Il ne s'agissait pas d'une recherche d'emploi. Ils étaient simplement en vacances. Mais le destin en a voulu autrement. Alors que Blocker passait un appel dans une cabine téléphonique, vêtu d'une tenue de cow-boy complète, de bottes guéries, d'une chemise voyante et d'un énorme chapeau de paille, un agent artistique l'a remarqué. Blocker mesurait 1,8 mètres et semblait tout droit sorti d'un film de western. L'agent n'a pas besoin de scénario ou d'audition. Il suffit d'un coup d'œil et il sait que Blocker est fait pour la télévision. Pendant ce temps, la femme et les enfants de Blocker attendent dans leur break, ignorant totalement que leur vie est sur le point de changer à jamais. C'était la configuration parfaite. À la fin des années 1950, Hollywood regorge de spectacles de cowboys, et Blocker a l'air d'être un vrai cowboy. Ses racines texanes, sa taille et son charme brutal étaient exactement ce que les producteurs recherchaient. Ce moment de hasard sur le trottoir est devenu le début de quelque chose d'énorme. Mais Blocker ne s'est pas installé en Californie pour devenir une star. En 1956, il s'est installé à Los Angeles pour obtenir un Ph.D. en éducation à l'UCLA. Il était très sérieux sur le plan académique. Pendant ses études, il a travaillé comme enseignant suppléant dans les écoles de Glendale pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a 4 enfants, les jumelles Debra Lee et Dana Lynn, nés en 1953, suivis de David en 1955 et de Dirk en 1957. La vie est bien remplie. Il jonglait entre les cours, le travail et la paternité, mais il a réussi à garder l'équilibre. Dan Blocker n'a pas commencé comme une star. En 1957, il a joué un monstre appelé The Goon dans un court-métrage des 3 Stooges intitulé Outer Space Jitters. Il s'agissait d'une comédie de science-fiction loufoque dans laquelle il était crédité sous le nom de Don Blocker et non sous son vrai nom. Il mesurait 1,8 mètres, pesait plus de 90 kilos et portait un costume d'extraterrestre complet. Le film ne dure que 17 minutes et a été tourné en 2 jours seulement. Mais il montre que Blocker utilise déjà très tôt sa taille pour attirer l'attention. Même dans quelque chose d'aussi stupide qu'un sketch des Stooges. 1 an plus tôt, en 1956, il apparaissait dans The Sheriff of Cochise, jouant le rôle d'un barman. C'est ainsi qu'il débute à la télévision. Il n'est pas resté longtemps dans le même rôle. En 1956, il apparaît dans Gunsmoke en tant que lieutenant de cavalerie. 2 ans plus tard, il revient dans la même série pour un autre rôle. À cette époque, il est également apparu dans Have Gun, Will Travel et Colt, 45. Et rien qu'en 1957, il apparaît dans de nombreux westerns. Il a joué dans The Rifleman, Cheyenne et bien d'autres. Il jouait toujours les durs à cuire, les hors-la-loi ou les hommes de main. Ses rôles n'étaient pas très prestigieux, mais ils lui ont permis de se faire remarquer. Les gens se souvenaient du grand gaillard à la voix forte. Puis vint Maverick. Cette série a tout changé pour lui. Il jouait un personnage nommé Hognose Hughes. Blocker dira plus tard qu'il s'agit du rôle le plus important de sa carrière. C'était un western. Mais Maverick n'était pas comme les autres. Il y avait de l'humour. C'était intelligent et Blocker s'y intégrait parfaitement. Il n'était pas seulement grand, il était aussi drôle. C'est alors que les directeurs de casting et les producteurs ont compris qu'ils pouvaient allier charme et force. L'équilibre entre la comédie et le drame définira plus tard le personnage de Hoss Cartwright. Mais cette découverte commence avec Hognose Hughes, en 1958. Il obtient un rôle récurrent dans un autre western, Cimarron City. Il y incarne Tiny Carl Bodinger. L'émission n'a pas duré longtemps, une seule saison. Mais elle a débouché sur un lien qui allait changer sa vie. Le producteur de Cimarron City était David Dortor. Il se souvenait de Blocker pour avoir travaillé auparavant, notamment dans The Restless Gun, où Blocker avait joué un forgeron et, dans un autre épisode, un éleveur de bétail. Dortor a aimé ce qu'il a vu. Aussi,
Lorsqu'il a commencé à développer une nouvelle série sur une famille d'éleveurs dans l'Ouest américain, il savait qui il voulait. Lorsque les créateurs de Bonanza ont commencé à travailler sur la série en 1959, ils ne savaient pas exactement qui jouerait la plupart des rôles. Mais une chose était claire. Hoss Cartwright a été écrit pour Dan Blocker. Les producteurs n'ont même pas auditionné quelqu'un d'autre. Ils savaient ce qu'ils avaient. Et ils avaient raison. L'émission a démarré lentement, se classant au 45e rang des audiences. Mais la performance de Blocker a permis de redresser la barre. Peu à peu, l'émission a grimpé dans les palmarès. Quelques années plus tard, c'est l'émission la plus regardée de la télévision américaine. Au départ, Hoss n'était pas censé être un personnage sérieux. Il était censé être le grand type lent. Une blague, en fait. Quelqu'un qui pouvait frapper fort, mais qui ne disait pas grand-chose. Il a été écrit comme étant simple, voire idiot. Mais Dan Blocker n'était pas du tout comme ça. Il mesurait 1,8 mètres et pesait plus de 90 kilos. 365 dans les dernières saisons. Mais derrière cette taille se cachait un homme titulaire d'une maîtrise. Il avait enseigné l'anglais. Il avait prévu d'obtenir un doctorat. Et il a apporté tout cela au rôle. Au lieu de jouer Hoss comme un idiot, il l'a joué comme un homme réfléchi. Gentil, plein de cœur. Et les écrivains l'ont remarqué. Ils ont commencé à changer Hoss pour qu'il corresponde à Blocker. Il est passé du statut de personnage comique à celui d'âme de la série, dès la 3e saison. Lorsque Bonanza a atteint la 2e place des audiences, les gens sont tombés amoureux de Hoss. Il était plus qu'un muscle. Il était celui qui avait une boussole morale. Celui qui rappelait aux téléspectateurs ce pourquoi les Cartwright se battaient vraiment. Mais en coulisses, la série était brutale. Contrairement aux séries télévisées modernes qui tournent 10 ou 12 épisodes, Bonanza produisait plus de 30 épisodes par an. Cela signifiait 5 jours par semaine. 14 heures par jour, presque sans interruption. Dan Blocker devait se présenter à 7 heures du matin et ne partait qu'à 9 heures du soir. La chaleur, les costumes, l'équitation, les cascades, c'était beaucoup, surtout pour un homme de sa taille. Parfois, il s'évanouissait à cause de la chaleur, mais il continuait. Il a dit un jour qu'il voyait plus sa famille à la télévision que sa vraie femme et ses 4 enfants. En 1972, il avait déjà tourné 415 épisodes. Un tel emploi du temps briserait la plupart des acteurs d'aujourd'hui. Ce qui rend l'histoire de Blocker encore plus douce amère, c'est ce à quoi il a renoncé. Bien avant Bonanza, il avait de grands projets. Pas pour la gloire, mais pour un avenir dans l'éducation. Après avoir obtenu sa maîtrise au Texas, il est devenu enseignant. Il enseignait l'anglais et le théâtre, même à des élèves de 6e. Et quand il a déménagé en Californie, ce n'était pas pour Hollywood. C'était pour l'UCLA. Il voulait obtenir un doctorat. C'était son vrai rêve. Le métier d'acteur lui est venu par accident. Quelqu'un l'a vu porter une tenue de cow-boy et l'a fait entrer dans l'industrie. Même après avoir joué dans Bonanza, il n'a pas abandonné l'école tout de suite. Dans ses premières interviews, il a expliqué qu'il jonglait entre le tournage et les cours. Mais finalement, c'est devenu impossible. Mémoriser des scénarios, tourner toute la journée, faire des interviews. Il a tout absorbé. En 1961, il a mis ses études en veilleuse et il n'a jamais eu l'occasion d'y retourner. Il a déclaré plus tard que ne pas avoir terminé son doctorat était son plus grand regret. Pourtant, on ne peut ignorer ce qu'il a donné à la télévision. Ah, ce n'était pas seulement un cow-boy au grand cœur. C'était un personnage qui faisait ressentir aux gens quelque chose de réel. Au milieu des années 60, des études ont montré que les téléspectateurs considéraient Haas comme le noyau émotionnel de Bonanza. Blocker a dit un jour qu'il jouait Haas en pensant à une citation. « Si nous pouvons faire preuve d'une quelconque gentillesse, faisons-le maintenant, car nous ne passerons plus jamais par là. » Et il était sincère, à l'écran comme en dehors. Au cœur des années 1960, une série régnait sur la télévision américaine. Bonanza n'était pas seulement populaire, c'était un rituel national. De 1964 à 1967, elle a été la première émission du pays. Tous les dimanches soirs à 21 AM. Près de 19 millions de foyers l'ont regardé. Cela représente une part d'audience de 36,3%. En quelques saisons, elle est passée de la 45e place à la 2e, puis à la 1re. Pendant 9 années consécutives, Bonanza est resté dans les 5 premières places. Aucune autre série n'avait réussi à faire cela. Et il n'y a pas eu que l'Amérique. La famille Cartwright a touché des téléspectateurs dans près de 50 pays.
Canada, Brésil, France, Thaïlande et même Arabie Saoudite. Ce n'est qu'en 1967 que CBS a finalement trouvé quelque chose qui pouvait rivaliser. The Smothers Brothers Comedy Hour. Avant cela, même l'émission de Judy Garland n'avait pas réussi à s'imposer. Mais Blocker ne se contentait pas de jouer un éleveur. Il en est devenu un, en quelque sorte. En 1963, alors que Bonanza explosait, il a ouvert un vrai steakhouse. Il s'agissait du Bonanza Sirloin Pit. Le premier se trouvait à Westport, dans le Connecticut, à l'intérieur d'une ancienne gare routière Greyhound datant de 1925. L'idée a fonctionné. Les gens connaissaient le nom. Ils lui faisaient confiance. En 1966, deux frères, Sam et Charles Wiley, rachètent la marque et la développent rapidement. En 1965, trois autres hommes ont créé une chaîne similaire dans l'Indiana. Ils l'ont appelée Ponderosa Steakhouse. Les deux marques ont continué à se développer jusqu'en 1989, date à laquelle Metromedia les a rachetées. À cette époque, Bonanza compte environ Six Sense Restaurants. Les deux chaînes ont fusionné en 1997, mais sont restées sous des noms différents. En 2019, il ne restait plus qu'environ 75 établissements. Pourtant, Bloquet avait transformé la célébrité de la télévision en quelque chose de réel. Une entreprise dans laquelle les gens pouvaient entrer, s'asseoir et goûter. Sa carrière cinématographique n'a cessé de progresser. En 1963, il joue dans Come Blow Your Horn avec Frank Sinatra. Il s'agit d'une comédie de Neil Simon. Et ça marche. Le film a rapporté 12,7 millions de dollars et a été l'un des meilleurs films de l'année. Puis, en 1968, Bloquet et Sinatra font à nouveau équipe pour Lady in Cement. Cette fois, il s'agit d'un film policier. Bloquet jouait Rudy Kosterman, un dangereux homme d'affaires. Le film avait cette ambiance grinçante et jazzy du Miami des années 1960. En dehors de l'écran, il y avait quelque chose d'autre que les gens ne voyaient pas. Pendant les années les plus fastes de Bonanza, les 4 enfants de Dan Blocker ont pris des leçons de karaté avec un certain Chuck Norris, avant qu'ils ne deviennent célèbres. Ils se sont entraînés aux côtés des enfants de Michael Landon. Les acteurs sont devenus une véritable famille. Blocker avait épousé Dolphia Parker en 1952. Ils se sont rencontrés à l'université et sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 1972. Leur fils David est devenu producteur et a remporté un Emmy en 1998. Dirk est également devenu acteur. Bloquet est resté proche de sa famille. Il n'a pas laissé la célébrité changer cela. Mitch Vogel, qui jouait Jamie dans Bonanza, a déclaré plus tard que Dan était le genre de personne avec qui on pouvait aller boire une bière. Dan Blocker a toujours été considéré comme un géant sympathique à la télévision. Il a joué le rôle de Hoss Cartwright dans Bonanza, un rôle que des millions de personnes ont adoré. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est à quel point il luttait discrètement. Il mesurait 1,8 mètres et pesait près de 90 kilos. Cette taille lui conférait une présence imposante à l'écran, mais elle comportait aussi des risques pour la santé. Avant sa mort en mai 1972, Dan avait déjà commencé à montrer des signes de problèmes médicaux. Il avait des problèmes de vésicule biliaire, mais son entourage ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. Selon les experts médicaux, même si les opérations de la vésicule biliaire sont aujourd'hui rapides et peu risquées, même pour les patients de grande taille, les choses étaient très différentes à l'époque. En 1972, les outils et les techniques n'étaient pas aussi avancés. Certains pensent que s'il avait subi la même opération 10 ans plus tard, il aurait pu survivre. Mais à l'époque, sa taille rendait tout plus dangereux. Il a gardé tout cela pour lui. À l'écran, il souriait. Hors écran, il menait une bataille silencieuse et perdue d'avance. 2 mois avant sa mort, Dan avait décroché un nouveau rôle qui aurait pu changer toute sa carrière. Le réalisateur Robert Altman, qui avait déjà travaillé avec lui, avait choisi Dan pour jouer le rôle principal dans The Long Goodbye. C'était un rôle difficile. Un écrivain alcoolique et déglingué. Rien à voir avec le bon cœur de Hoss. C'est l'occasion pour Dan de montrer au monde qu'il ne se contente pas de jouer les gentils cow-boys. Mais le destin en a décidé autrement. Après le décès de Dan, le rôle a été confié à Sterling Hayden. Il a fait un excellent travail, improvisant même des répliques alors qu'il était ivre pendant le tournage. Mais Altman ne s'est jamais remis de la perte de Dan. Il a même envisagé d'annuler le film. Au lieu de cela,
Il a continué et a ajouté un hommage dans le générique avec un souvenir spécial pour Dan Blocker. Cette seule phrase montre à quel point il comptait pour les personnes qui travaillaient avec lui. Dan Blocker est décédé le 13 mai 1972. Au départ, il s'agissait d'une simple intervention chirurgicale, une opération de routine de la vésicule biliaire. Mais les choses se sont rapidement gâtées. Après l'intervention, Dan a développé une embolie pulmonaire, un caillot de sang dans ses poumons. Il ne pouvait plus respirer. Les infirmières se précipitent dans les couloirs. Un code bleu retentit. Les médecins ont tout tenté pour le sauver, mais à 4h10 du matin, son cœur s'est arrêté. Il n'avait que 43 ans, et sa mort a frappé fort. Les fans ont été choqués. En quelques heures, les nouvelles se sont répandues dans tout le pays. Les gens n'en revenaient pas. Sa femme, Dolphia, s'est retrouvée avec 4 enfants, 2 filles jumelles, Deborah et Donna, et 2 fils, David et Dirk. Elle a également dû faire face à la tempête médiatique. Ses funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, et des milliers de personnes y ont assisté. Des amis, des covedettes, des étrangers, tous ceux qui avaient aimé Haas. Michael Landon a prononcé un discours court mais profond. Il nous a fait rire, il nous a rendus meilleurs. Dan a été enterré dans un petit cimetière du Texas, loin d'Hollywood, mais jamais oublié. Bonanza en était déjà à sa 13e saison lorsque Dan est mort. La série durait depuis plus de 10 ans et se portait toujours bien. Mais lorsque Haas est mort, c'est comme si un trou s'était ouvert au centre de la série. L'audience a chuté. Les gens ont cessé de regarder. Comme l'a dit le producteur Richard Collins, tout comme nous avons personnellement subi une perte. Le public en a également subi une. Le premier épisode de la saison 14 a obtenu de bons résultats, mais uniquement grâce à la curiosité des téléspectateurs. Par la suite, les audiences ont chuté de près de 40%. NBC a attribué cette chute en partie au déplacement de la série vers le mardi soir. Mais la vérité est plus simple. Haas manquait aux fans. Ils ne voulaient pas regarder Bonanza sans lui. Même Lorne Greene, qui jouait Ben Cartwright, l'a admis. Il l'a dit à sa femme. C'est fini. C'est fini. Et il avait raison. NBC a annulé la série en novembre. Le dernier épisode a été diffusé le 16 janvier 1973. Après 14 saisons et 431 épisodes, Bonanza était terminé. Au milieu d'O'Donnell, au Texas, un coin tranquille garde le souvenir d'un homme aimé par des millions de personnes. Ce n'est pas une grande ville, et vous pourriez le manquer si vous ne regardiez pas. Mais c'est là, de Bow, que se trouve le buste en bronze de Dan Blocker, l'homme que le monde entier connaissait sous le nom de Haas Cartwright. Le mémorial a été inauguré le 4 juillet 1973, 14 mois seulement après la mort de Dan, qui n'avait que 43 ans. Les mots gravés sur la plaque en disent long. Grâce au cinéma, Haas Cartwright vivra. Mais le monde n'a que trop rarement l'occasion de conserver un Dan Blocker. La statue se dresse sur un ancien terrain vague. Il y a des années, il se trouvait à côté du magasin général de son père Shaq Blocker. Dan, connu à l'époque sous le nom de Bobby Dan, avait l'habitude d'y donner un coup de main lorsqu'il était enfant. De l'autre côté de la rue se trouve l'ancien bâtiment de la banque qui abrite aujourd'hui le O'Donnell Heritage Museum. Au 2e étage, une pièce entière est consacrée à la vie de Dan, depuis sa naissance, avec un poids impressionnant de 14 livres, le plus gros bébé jamais enregistré dans le comté de Bowie, jusqu'à son ascension en tant que l'une des vedettes de télévision préférées des Américains. Chaque pièce raconte une partie de son histoire. Et lorsque vous entrez dans O'Donnell sur la route 87, une peinture murale géante de lui vous accueille, peinte sur le côté d'une grange comme un fier rappel. Cette ville a élevé un gentil géant. Son fils, Dennis Dirk Blocker, est né à Los Angeles le 31 juillet 1957. Il n'était qu'un enfant lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le monde du spectacle. Il est apparu dans une publicité pour une voiture avec son père, alors qu'il n'avait que 7 ans. Puis tout a changé. Dirk a perdu son père alors qu'il n'avait que 14 ans, mais il n'a pas abandonné. 2 ans plus tard, il joue déjà à la télévision. Il apparaît pour la première fois en 1974 dans l'émission Marcus Welby, M.D. Il avait 6 ans, à Dix 9 ans. Il décroche un rôle régulier dans la série Baba Black Sheep. Il y incarne le premier lieutenant Jerry Bragg de 1976 à 1978. À partir de là, la carrière de Dirk se développe tranquillement.
Il est apparu dans Poltergeist en 1982, Starman en 1984 et dans des séries classiques comme A.S.H. et X-Files. Il est même apparu dans 2 suites de Bonanza, Bonanza The Return et Bonanza Under Attack, dans le rôle d'un journaliste. Mais c'est bien plus tard qu'il a connu son plus grand succès. À 56 ans, il rejoint la distribution de Brooklyn Nine-Nine dans le rôle du détective Hitchcock. De 2013 à 2021, il a joué dans 147 épisodes. Toute une nouvelle génération a appris à le connaître. Non pas en tant que fils de Hoss, mais en tant que brillant acteur comique à part entière. Aujourd'hui âgé de 66 ans, Dirk a commencé à raconter ce qu'a été son enfance en tant que fils de Dan Blocker. Il se souvient que la célébrité de son père les suivait partout. Les fans s'attroupaient autour d'eux en public. Ce genre d'attention a poussé Dirk à vouloir quelque chose de différent. Il n'a jamais couru après la célébrité. Il a choisi une voie plus tranquille, en étant un acteur de caractère, en prenant des rôles secondaires, en restant à l'écart des projecteurs. Mais même s'il s'est éloigné du devant de la scène, il ne s'est jamais éloigné de l'ombre de son père. Cette ombre a toujours été présente, mélange de fierté et de pression. Il voulait honorer le nom de Dan, mais aussi prouver qu'il pouvait réussir seul. Il a parlé de l'étrange sentiment de voir son père à la télévision, tout en se souvenant de l'homme qui le bordait le soir. Peu de gens grandissent ainsi. Regardez le monde aimer quelqu'un qui vous manque tous les jours. Lorsque Dan meurt subitement en 1972, tout change. Dirk n'était qu'un adolescent. La perte l'a frappé de plein fouet et est restée en lui, façonnant ce qu'il est devenu. Ce qui a le plus marqué Dirk, ce sont les valeurs vécues par son père. Dan Blocker n'était pas seulement une star de la télévision. C'était un homme honnête et humble. Les personnes présentes sur le plateau ne parlaient pas de son jeu, mais plutôt de sa gentillesse. Il ne s'est pas comporté comme une star. Il s'est comporté comme un homme bon qui est passé à la télévision. Cette honnêteté a déteint sur Dirk. Il a vu comment son père conciliait la célébrité et la famille. Il a vu comment son père a su garder les pieds sur terre tout en jouant l'un des rôles les plus célèbres de la télévision.